Nous enchaînons maintenant avec notre dernière table ronde consacrée aux cybermenaces émergentes, IA, deepfake et manipulation de l'opinion publique. Nous invitons donc nos intervenants à nous rejoindre sur scène. J'appelle Rachid Barbi, Gilles Chevignon, Ero Safi El Mehdi et Ahmed Khan. Merci. Et j'appelle Jean-Christophe Le Toquin qui va être le modérateur de cette table ronde. Allez, on est sur la dernière séance et après c'est le repos après une longue journée. Donc sur la question, on retourne sur la question d'IA, comme on avait pour ceux qui nous avaient été là ce matin. Donc, table ronde sur les cybermenaces émergentes, notamment l'IA à nouveau, et en quoi elle est cette fois créatrice de ces menaces. Pour ce, on va avoir comme thématique, on aura le secteur d'assurance, le secteur des télécoms, et puis on aura une vision plus générale fournie sur l'ensemble des menaces et des contenus qui nous atteignent, nous en tant qu'individus, mais aussi en entreprise. Alors, dans l'ordre ça fait l'ordre d'apparition, mais dans l'ordre de gauche à droite. Donc, M. Rachid Barbi, qui est le CIDO, le Chief Digital Officer des assurances Gazidi. Gilles Chevignon, créateur de Maître Consulting, fondateur de cabinet, mais également en matière de conception de cybersécurité et d'IA, et également FIDES, qui est une solution qui permet d'évaluer sa conformité avec de l'IA. Ensuite, Elmedi Osafi, qui nous parlera notamment du secteur des télécoms, et qui est donc le directeur de la société, que vous faites de bêtises, Prisalé. Donc, ça c'est un peu mal. Et puis, donc pour finir, Ahmed John Khan. Donc là, son nom n'est pas complet. Il manque le Khan, K-A-N à son nom, et c'est donc Ahmed John Khan. Qui est product manager au sein de la société Product, qui est basée aux Pays-Bas, et qui nous parlera des questions de cyber intelligence et de supply chain en particulier, et de cyberespionnage. Alors, pour nos questions. Donc la question, c'est d'abord effectivement de quelle tendance on parle. Alors on va commencer par deux interventions de Gilles et puis de Elmedi. Sur le contexte, un peu de quelles cybermenaces on voit émergentes, et après on abordera la question de la réponse au niveau des assurances et comment elles vivent tout ça. Mais pour l'instant, notre première question, le cadre général, Mathieu d'abord, et puis Vous m'entendez bien? C'est fort là. Ouais, laissez-moi là. Ok. Merci Jean-Christophe, merci à toute l'organisation pour l'organisation de cette conférence. Alors sur le sujet de l'IA, du deepfake, des nouvelles menaces, alors moi j'ai été ravi de participer, d'avoir été invité sur ce panel en particulier, parce que le timing était plutôt pas mal, parce que la semaine dernière et même cette semaine, j'ai formé deux compagnies d'assurance, j'ai accompagné deux compagnies d'assurance sur le sujet de la fraude documentaire, justement. Donc moi, alors je travaille beaucoup sur les sujets de conformité et conformité cyber et sur la fraude. Et donc quand on m'a demandé, ces deux compagnies d'assurance m'ont demandé au même moment de traiter du sujet de la fraude documentaire, c'est parce que y a un vrai sujet aujourd'hui sur ces secteurs en particulier. Rachid pourra aussi en parler juste après moi. Et donc voilà, en termes de timing, j'étais ravi d'avoir été dans ce contexte. Et en même temps, en France, il y a un organisme un opérateur qui s'occupe de l'externalisation de services d'entreprise, qui s'appelle le TESI, qui a fait un rapport justement sur la fraude documentaire et l'impact de l'IA sur l'expansion de la fraude en France sur l'année 2024 et le début 2025. Il est estimé, donc rien que le sujet de la fraude documentaire, c'est estimé à un montant de 65 milliards d'euros en France l'année dernière.
en hausse de 14% par rapport à l'année précédente. Donc c'est des montants qui sont colossaux. On parle de 2,5% du PIB français. J'ai pas trouvé de data sur le Maroc, mais il n'y a pas de raison qu'on soit dans des proportions complètement différentes. On a globalement tous les mêmes outils. Alors on a vu que l'IA permet de faire des choses super bien, super avancées, et permet de faire avancer beaucoup de sujets positivement. Mais on sait aussi que de l'autre côté de la barrière, il y a des hackers qui vont utiliser les mêmes outils, mais à des fins évidemment malveillantes. Et donc, alors quand on parle de fraude documentaire et l'utilisation justement des nouveaux outils d'IA, on pense assez naturellement à tout ce qui est en lien avec l'usurpation d'identité, la fabrication de faux documents. Et aujourd'hui, quand on voit la facilité à générer des faux documents grâce à des outils d'IA, ça devient un vrai souci, notamment, alors pour plein de secteurs, hein, mais notamment pour le secteur de l'assurance, et Rachid va en parler mieux que moi. Donc voilà, il y a tout ce contexte de nouveaux outils qui, alors j'enfonce quelques portes ouvertes, c'est sûr, mais des nouveaux outils qui facilitent grandement la vie de nos hackers. Donc là, c'est juste sur la partie IA, et évidemment, quand on pense à l'IA, on pense au deepfake aussi. Et alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, bon, il est désormais très facile de faire du clonage de voix comme de visage. Et alors, en France, malheureusement, on a eu notre petite notoriété mondiale avec notre Française qui a offert, je crois que 800 000 € à un faux Brad Pitt. Donc voilà, on a une petite notoriété mondiale pour ce cas assez étonnant. Mais à une autre échelle, il y a eu un cas l'année dernière aussi où là c'était vraiment la fameuse fraude au président. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, la fraude au président, mais avec des outils d'IA qui ont fait que un trésorier dans une entreprise à Hong Kong a, après avoir validé avec son chef par visio lors d'un call, d'un faux call Teams, a transféré 25 millions de dollars sur évidemment un compte, un faux compte. Donc voilà, on a des outils qui sont formidables, mais qui sont formidables aussi pour les hackers. Et je vais laisser la parole maintenant, je pense à Rachid. Voilà, sur la problématique de la fraude documentaire, c'est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué à gérer. Heureusement, il y a aussi des outils pour se protéger et pour détecter ces faux documents désormais. Pardon. Ah, pardon. C'était un métier sur l'aspect général et après on passe. Ah, voilà. Merci beaucoup. Alors en fait, par rapport à la question, je vais aller dans le sens de mon collègue, peut-être avec un contexte un peu localisé. Donc, pour rappeler, je viens plutôt d'une expérience télécom à la base, chez les opérateurs, et récemment, donc, mon activité elle est principalement autour de la cybersécurité, mais surtout la fraude télécom dans les moyens financiers aussi. Et ce qu'on observe, c'est justement cette révolution IA qu'on connaît maintenant depuis quelques années, notamment l'IA générative, a accéléré, on va dire, a transformé la façon avec laquelle ces attaques sont menées. De façon beaucoup plus concrète, ce qu'on observe au Maroc, par exemple, c'est l'arnaque qui devient industrialisée, qui devient massive, qui devient efficace, qui devient furtive aussi, difficile à détecter. On observe aussi donc la fraude au président, ou bien utiliser un contenu, une voix synthétique, une vidéo synthétique pour faire croire à une vérité qui ne l'est pas. Et donc le cas le plus marquant, c'est justement la fraude au président. Certaines entreprises au Maroc sont déjà touchées par cette fraude-là. Donc petit rappel, c'est il y a quelques années, on arrivait à faire un phishing email, à faire croire que c'est un email authentique venant par exemple du directeur financier ou bien du président qui ordonne plus ou moins à un comptable ou bien au directeur financier d'exécuter un virement. Donc cet employé crédule va le faire parce que le mail a l'air authentique. Alors plusieurs choses ont changé. Lorsqu'on faisait ces séances justement de sensibilisation, on disait par rapport au phishing email, il faut faire attention
aux fautes d'orthographe. Il faut faire attention à la façon avec laquelle le mail est écrit. Il faut voir ces signaux faibles justement sur le contenu lui-même. Aujourd'hui, avec l'IA, ces signaux disparaissent. Donc l'IA est capable de copier un style d'écriture, copier un style de parole, une voix, une intonation. Et donc, il est très, très difficile de vraiment lutter contre cette fraude. Et donc, et finalement, c'est peut-être aussi la scalabilité. Ce qu'on observe aussi, c'est la taille de ces attaques-là qui devient énorme. Il devient énorme. Tout à l'heure, Sion, il a parlé de ces tentatives de phishing aux banques au Maroc. Moi, je me souviens, il y a un mois, toutes les banques, en même temps, pendant une semaine, ça a mobilisé tout le monde, ça a pris des dimensions vraiment très, 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 très grandes. Donc voilà, ces outils sont effectivement utilisés pour rendre ces attaques un peu plus difficiles, un peu plus grandes, un peu plus compliquées à discerner. Et une question à Mehdi, et puis après à Rachid pour compléter encore aussi que ce que j'ai oublié de mentionner, très important, le vice-président de l'OSIM, notre partenaire, et tandis que Mehdi, vous êtes aussi impliqué dans le centre d'innovation et de recherche de blé technique. Donc ça aussi, ça c'est important que dans vos interventions, vous nous reveniez sur ces structures et comment elles peuvent aider. La question que j'avais justement en partant de l'innovation et de recherche, par rapport à ces menaces qui affectent les entreprises et les personnes, est-ce qu'il y a aujourd'hui des remontées d'informations ou des structures au Maroc qui sont placées aujourd'hui ou qui pourraient à l'avenir être bien placées pour assister à recevoir la remontée d'informations du terrain? C'est-à-dire que si les gens voient des choses, ils ne vont pas forcément aller aux services de police du coin, ni en France ni ailleurs, je crois que ça marche très bien, pour ce genre en tout cas de menaces. Est-ce qu'il y a des structures aujourd'hui qui reçoivent ou qui ont vocation à l'avenir à recevoir les informations remontant du terrain, entreprises et individus citoyens du Nord? Alors, je vais parler de deux initiatives, une qui concerne justement un CERT national, un centre donc opéré d'ailleurs par la DGSSI. Donc, par les directives et par la loi, il est mentionné, il est assujetti à ces organismes d'importance vitale de remonter donc toute attaque, déclarer toute fuite de données. La communication se fait aussi dans l'autre sens, donc il y a les alertes, les nouvelles vulnérabilités, etc., qui sont plus ou moins propagées par le MACERT. Les entreprises, on va dire, sur le point de vue privé, opèrent de plus en plus des centres des SOC avec un threat intelligence central, un monitoring central, au niveau des groupes bancaires aussi. Et puis, je vais parler peut-être juste d'une initiative, mais qui est un peu parallèle. C'est pas vraiment un CERT, mais c'est donc l'activité, vous l'avez cité, de notre centre de recherche, le CMRPI et EMC, qui est partenaire de l'événement aujourd'hui. C'est une plateforme de signalement de contenu. Et parmi les choses justement qu'on nous signale, c'est un contenu factice. Donc, que ça soit une sextorsion sur Facebook, une fake news, etc., qui touche d'ailleurs au Maroc, vous vous rappelez, pendant le séisme du House, on a mis en place une cellule parce qu'il y avait beaucoup de fake news. Donc, il fallait signaler, on a un partenariat avec Meta, TikTok, etc., pour pouvoir signaler, enlever ces contenus-là plus rapidement que sur un process classique. Voilà, ça, c'est deux exemples que je cite. Je donnerai la main à Rachid pour continuer. Alors, c'est la parole à Rachid, effectivement, pour compléter. Je prends juste pour m'adresser au staff technique. On a pour la prochaine question, on aura une présentation par Ahmed. Donc, voilà, préparez-vous à installer les slides une fois qu'on passera à la question suivante, voilà, pour pas que vous soyez surpris. Merci tout d'abord pour l'invitation. Je suis très ravi. En fait, je vais rebondir déjà sur la première partie qui concerne la partie signalement. Donc, à l'OSIM, on est partenaire avec CMRPI dans le cadre de mener des campagnes de sensibilisation pour les enfants et leurs parents en parallèle. Ce sont des séances qu'on fait en parallèle, c'est du peer-to-peer pour les enfants. Ce sont les formateurs qui sont jeunes, qui font de la formation, de la sensibilisation. Et parmi cette sensibilisation, on parle de fake news et on parle de l'effet de l'IA. Et on parle au cas où il y a un harcèlement ou bien des choses qui sont fake,
qu'il faut en parler à leurs parents. Et en parallèle, avec les parents, en tant que parents et en tant que citoyens marocains, on les sensibilise aussi à ce genre de fake, à ce genre d'harcèlement. Donc, il y a une plateforme UMC, il y a une autre plateforme qui a été mise en place il y a 2 ans par la DGSN, qui est, ça c'est pour information, qui s'appelle Iblar. C'est une plateforme qui concerne les gens qui ont subi soit un harcèlement, soit qui ont vu des fake news qui peuvent être dangereuses. Je reviens au domaine de l'informatique, au secteur de l'informatique. Plutôt, secteur de l'assurance. Secteur de l'assurance. C'est vrai, on a vécu pas mal d'histoires de fraude depuis des années, pas que l'IA, pas que le digital, même avant le digital. Comme vous le savez, le rôle de l'assureur, c'est quoi? C'est protéger, c'est assurer. Mais bien sûr, pourquoi? C'est pour indemniser en cas d'accident. Donc, on a vu beaucoup de cas concernant les fraudes documentaires qui concernent des accidents qui sont fictifs, qui n'existent même pas. Et malheureusement, ça a coûté vraiment, j'ai pas le chiffre exact des compagnies d'assurance, mais c'est vraiment, ça coûte très cher pour la compagnie. C'est pour ça qu'elle a mis en place, déjà depuis un moment, les compagnies ont mis en place des logiciels et carrément des solutions pour détecter ces fraudes. Par contre, avec l'IA, ça devient vraiment quelque chose de très difficile pour les compagnies. Donc, ils sont obligés, bien sûr, d'avoir des solutions, plutôt des stratégies beaucoup plus, comment dirais-je, plus robustes. Donc, il y a la technologie, il y a la partie aussi humaine, il y a plein de choses qui sont intégrées pour essayer de détecter les fraudeurs. Si on parle la partie qui concerne l'IA, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'aux États-Unis, maintenant, on peut carrément obtenir une indemnisation au bout d'1 quart d'heure en cas d'accident. Je ne sais pas si vous avez une idée sur les Google Glass qui sont sortis je crois, ça fait 10 ans ou 12 ans à peu près. Avec les Google Glass, on a vu des cas où il y avait un accident sur la route. Le chauffeur et le conducteur est sorti de sa voiture et il a mis ses lunettes des Google Glass. Il a fait le tour autour de sa voiture. Automatiquement, les Google Glass qui sont connectés et grâce à l'IA, ils ont détecté quels sont là où il y a des dégâts au niveau de sa voiture. Ils ont automatiquement évalué les dégâts. Et le gars a reçu, dans 15 minutes, il a reçu un virement d'indemnisation. Donc, imaginez maintenant avec le côté qui fait peur, le côté des hackers, le côté de la fraude, comment on peut continuer à, par exemple, à exploiter cette technologie qui, normalement, devrait nous apporter, en tant qu'assuré, nous apporter une simplicité et une efficacité au niveau d'indemnisation. Donc, ça devient un petit peu douloureux, que ce soit pour les compagnies ou les clients. Les clients, les assurés qui vont se retrouver après dans des circonstances ou bien dans des procédures beaucoup plus longues pour vérification et pour détection. Et ça, c'est les assurances qui sont effectivement cibles des fraudes et donc avec la production de faux contenus. Est-ce que vous avez évoqué la question, tous les deux, vous avez évoqué la question des atteintes aux personnes, donc les faux contenus mettant en cause la réputation, donc on pense à des photos de nudité, des photos fausses, mais il y a aussi la question de la réputation des personnages politiques, publics. Donc là, on est sur la production de fausses images dans un contexte qui n'est pas sexuel, mais qui peut néanmoins porter atteinte à la réputation. Est-ce que, alors une question plus sur les assurances au niveau international, mais peut-être des réflexions au Maroc, est-ce qu'il y a des réflexions du côté de l'assurance sur élargir le panel des types de protection apportées à l'assurance? Est-ce qu'on va voir se développer, je parle qu'il existe encore beaucoup, des offres de protection pour les parents, par exemple, pour que leurs enfants, s'il y a du harcèlement scolaire ou des images qui circulent, enfin des fausses images, est-ce qu'il y a des offres de protection qui sont imaginées pour protéger les personnages publics, les hommes et les femmes politiques, les parents par rapport à leurs enfants? Est-ce qu'il y a ce genre de nouvelles offres qui sont en préparation?
En ce qui concerne le Maroc, pour la réflexion sur les contrats qui peuvent, par exemple, être contractés avec les parents, pour l'instant, ça n'existe pas. Mais par contre, pour les personnalités ou bien pour les entreprises, ça existe. Donc, on connaît, par exemple, la cyber insurance fraude ou risque. Donc, il y a deux types d'assurance. Il y a celle des fraudes et celle des cyber risques. Donc, ces deux types d'assurance, ils couvrent, bien sûr, en cas d'attaque déjà, en cas de cyberattaque. Donc déjà, il y a une assurance qui peut couvrir et qui peut indemniser toute la perte financière déjà, qui peut, quand on dit perte financière, donc que ce soit la réputation, parce qu'on peut bien sûr estimer, faire l'estimation de la réputation de l'entreprise. Donc une fois estimé, le contrat bien sûr c'est déclaratif, c'est-à-dire vous estimez en cas d'attaque, de cyberattaque, quelle est l'atteinte à votre image, combien ça coûte. Donc, comme ça, vous payez une prime en fonction. Et après, l'indemnisation, bien sûr, elle doit être réciproque. Concernant, par exemple, la partie, là, on va dire la période d'attaque, il peut impacter un arrêt de service. Donc, on va dire un arrêt d'une semaine. Combien ça coûte pour l'assurance, pour l'assuré? Donc, bien sûr, l'assuré, il va être indemnisé selon ce type de contrat. Il y a, concernant les personnalités et concernant les responsables au niveau de l'assurance, au niveau plutôt des entreprises, une assurance qui est très importante. Par exemple, le cas de fraude au président. Donc là, le directeur financier et le PDG, normalement sans assurance, ils vont être vraiment dans un cas qui n'est pas vraiment dans un cas il va être critique, très critique, parce qu'ils peuvent être poursuivis. Par contre, l'assurance, il vient couvrir cette partie-là. Donc, en cas d'assurance, il va être couvert, que ce soit au niveau des dédommagements de sa réputation, en cas de payer tout ce qui est juridique, et aussi, bien sûr, la perte financière, elle va être bien sûr indemnisée grâce à cette assurance. Pour le particulier, pour l'instant, malheureusement, on ne sait pas encore, parce que déjà, il n'y a pas trop de demandes. Donc, comme vous le savez, l'assurance, c'est une question d'offre et demande. Je voulais juste rajouter un petit point. Alors, quand on t'évoquait le coût de la fraude documentaire. Alors, il n'y a pas forcément de données au Maroc. Moi, j'avais regardé dans ce fameux rapport STECI, là, donc qui vraiment qui est sorti il y a quelques semaines seulement. Rien que pour le secteur de l'assurance, c'est 1 milliard d'euros en France. 1 milliard d'euros juste sur la fraude documentaire. L'autre point que je voulais amener sur les outils aussi de protection. Donc maintenant, on a des outils pour faire des fausses déclarations, des faux documents. Il y a des outils qui sont développés pour détecter les faux documents. Donc on peut, moi j'ai fait l'exercice où j'ai généré une fausse facture lors de cette fameuse formation où j'ai un document qui paraît plus vrai que vrai. Et après je l'ai soumis à un moteur qui a détecté la trace numérique du document. Et donc il avait été estimé que mon document était faux à 87%. Donc il y a des outils d'IA qui se développent pour détecter les traces numériques d'IA pour générer des faux documents. Et quel est le niveau d'adoption de ce type de technologie-là d'IA? Est-ce que c'est encore très expérimental ou est-ce que c'est déjà déployé au sein des assurances pour justement détecter les faux documents? Quelle est la pratique en matière des assurances pour se protéger? J'ai vu les montants faramineux de pertes liées au fraude documentaire. Cette technologie paraît pas très chère. Alors aujourd'hui, en parlant justement avec les clients, ça reste embryonnaire, malgré mais de facto, ça va se développer. Enfin, le problème est tellement gros. Mais en fait, le problème il est relativement récent. Il y a encore 2 ans, personne ne savait ce que c'était ChatGPT. Si on générait une image, c'était pourri, c'était complètement raté. C'est un problème qui date d'il y a 6 mois, 1 an. La génération d'images ultra réalistes, voilà. C'est hyper récent. Et donc, il faut le temps d'avoir les outils qui vont détecter ça, et ensuite il faut le temps pour que ces outils soient implémentés dans les entreprises. L'entreprise, elle est en bout de chaîne. Hein. Voilà. Faut pas se leurrer, elle est en bout de chaîne. Et donc est-ce qu'il y a une explosion de la fraude documentaire liée à ces photos hyper réalistes? Ça va arriver ou est-ce que c'est déjà là? J'ai hâte d'avoir le rapport 2025 et 2026. Non, mais c'est en cours, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. On est en plein dedans. Voilà, on sait que la techno est là.
on sait qu'elle va être adoptée, elle est en train d'être adoptée par les fraudeurs, et juste derrière, il y a l'entreprise qui doit commencer à se prémunir. Donc ça, c'est peut-être Rachid qui peut nous en dire plus sur l'état de préparation, enfin sans révéler les bonnes pratiques, mais là, c'est des dossiers qui sont regardés de près encore par l'assurance, ou ça reste encore... En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y a une stratégie. Donc c'est pas question d'outils, mais c'est vraiment il faut changer les process, les procédures, parce qu'on peut pas se fier automatiquement. Bon, pour juste peut-être planter le décor pour l'auditoire, en cas d'accident, comme vous le savez, on appelle un constateur par téléphone, il vient pour faire bien sûr le constat, et après on reçoit via des applications digitales, on reçoit le constat et tout ça. Mais par contre, dans le cas où quand il s'agit d'un accident fortuit, c'est-à-dire si quelqu'un fait un accident tout seul, donc il fait juste une déclaration à la compagnie, il remplit un formulaire, il fait des photos, et après il envoie à la compagnie. La compagnie, bien sûr, il envoie son expert pour vérifier carrément les dégâts du véhicule. On lui demande bien sûr un devis pour faire l'estimation, et après on l'indemnise après déposition de facture, ou bien s'il s'agit d'un garage conventionnel, on l'envoie chez un garage pour faire la réparation. Alors, tout ce process-là, normalement, on a voulu le digitaliser de bout en bout. Sauf que, malheureusement, à cause de cette partie-là, on a déjà commencé, ça fait plus d'1 an, vous l'avez déjà remarqué, ça a été digitalisé. Maintenant, on est en train de digitaliser l'attestation d'assurance. C'est-à-dire dans 2-3 mois, maximum 4-5 mois, vous allez plus avoir l'attestation jaune ou l'attestation papier. Vous aurez votre attestation sur votre téléphone. Et bien sûr, vous allez me dire comment on va vérifier. Donc, il y a les autorités, les gendarmes, les polices. Ils auront bien sûr des lecteurs. Juste, ils vont scanner le QR code sur votre téléphone et ça y est, ils vérifient votre assurance. Donc, il y aura plus de papier. Et en préparant tout ça, on s'est dit, très bien, donc même l'indemnisation, il faut que le process soit digitalisé. Mais malheureusement, on a fait bien sûr des études sur à cause des fraudes documentaires. On a trouvé il y a pas mal de fraudes qui existent et qu'il faut détecter. Donc, déjà avec des logiciels qui sont en train d'être mis en place. Donc, une vérification qui est massive, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, à partir de cette phase, il y a une deuxième phase de manuel, qu'on peut dire humaine, bien sûr avec des sondages, parce qu'on peut pas tout faire, parce que ça prend beaucoup de temps. Et la stratégie qui est bien sûr déployée, c'est effectivement avoir des préventions, on va dire combiner la prévention, combiner la partie technique et combiner bien sûr la valeur ajoutée de l'humain, parce que l'humain on va jamais remplacer l'humain. Par contre, on va remplacer peut-être les tâches fastidieuses, mais la partie décision, elle va revenir toujours à l'humain et va toujours c'est le maître qui va décider, le maître de situation qui va décider. Donc on parle de beaucoup plus de stratégie que d'outils. Intéressant, et on voit à quel point c'est actuel et comment il y a ce bouleversement permanent des technologies qui finalement fait revenir à l'humain avec la solution du remboursement en 15 minutes. Je pense qu'elle va avoir du plomb dans l'aile avec les développements du côté de la fraude, ce qui est peut-être une bonne nouvelle pour les humains. Now we'll switch to the telecom sector and to the presentation by Ahmed. So if we can have the slides, so then we'll upload the slides. So okay, perfect. So now we're going to talk about telecom sector, about cyber espionage, so new trend, AI also will be discussed, but I'll let you. Yeah, now I start to understand everything. Yes, I would like to tell you a story actually. Not take much of your time. This is the story of a cyber espionage campaign conducted by a threat actor group originated from Iran. As you understand the origin, you can guess what their motivation is and what could be their targets are. And in this campaign, they specifically target the telecommunication and aerospace sector from the European, United States, and United Kingdom countries. And how is it related to AI? I was going to tell you this story because it's related to AI. They first created a phishing campaign. They initiated the campaign by
just first creating some fake personas with the help of AI, with perfect profile photos on LinkedIn or Instagram, etc. And they pose as HR representatives. So basically, they act as recruiters. So their targets was mostly employees from the telecommunication sector, as I mentioned, but they were filtering the positions. So they would like to select the targets according to the privilege level of the employees in their corporate environments. For example, they target the IT administrators, or they target accountants, they target developers, researchers, engineers in those companies because they have too much privilege on the environment. So, as I mentioned, they created those fake personas with the help of AI, and they also created fake websites to start the job application process. There are lots of students here. They know how hard it is to apply for a job because there are like several rounds of interviews. The HR websites are not really good looking. You have to do everything correctly, etc. But they made everything perfectly. So they even did better than real HR companies. And taking advantage of that, they were able to convince, we can go into the next slide, they were able to convince their targets, and they started to continue with the recruitment process. And after they received a positive reply from their targets, they sent an email. And all of this process was automated by AI. And at the end, if the target was convinced successfully, they were able to get a foothold on their target enterprise. So this whole story, like almost 80% of all these steps were automated by AI, and it is actually better than the real HR recruitment processes. So they were really successful with this campaign. And at the end, in the next slide, I will show in the victimology table, they were able to compromise more than 30 assets across 10 different companies. And as you see, these companies are mostly from France, from United Kingdom, United States, United Arab Emirates, Israel, and Canada. And what they did as their final objective is, of course, the objective is cyber espionage, and at the end, they were able to exfiltrate very sensitive data, either from their corporate devices or either from their personal devices, because employees are sometimes tend to enter HR interviews from their own corporate devices, not from their personal devices. So they also they take advantage of that. And at the end, they were very successful. So after they received this amount of information, we don't know what they are going to do next, but of course we can predict. Maybe they will take the revenge of Stuxnet. Maybe they will create another malware to continue with the data exfiltration, or they will disrupt the operation of these satellite or telecommunication companies during the war. So we don't know what will happen next, but this type of activities are really important because as an intelligence provider, as a threat intelligence provider, we need to have visibility on these threat actors. So as soon as you know what they develop, what kind of campaigns that they are about to conduct, you have some time interval to warn your clients. And if you are a big enterprise, then one of your suppliers may be one of the victims of this campaign as well, right? So you need to take care of your suppliers' security posture as well by just following up on the threat actors' environment about their activities. So yeah, this story is more like threat intelligence and AI story, but this AI is of course like 70% of this campaign was automated, but soon it will be like 100%. So they will just automate everything and they will restart the campaign and they will retarget all the critical personnel in those critical infrastructures.
And this is scary. And I think the only way to protect against this is to have proactive threat intelligence to know what their motivation is, what their target is, before they actually execute the attack. And from these companies, so all these companies are infected, do they know about the infection? Do they know they're infected, or? Yeah, it's the same story about vulnerability disclosure program. But what we do is we do some kind of infection disclosure program. So we try to warn those victims, even though they are not our clients. Some of them they reply, some of them they don't. We try to call them. We try to send like a couple of emails to CISOs, to threat intel leads of those companies, etc. But for some reason they don't act. Maybe they don't have enough resources. Maybe they don't trust us in the first glance. But the problem, this is one of the challenges in threat intelligence. So you need to prove yourself that you are a trusted provider, and they need to take care of what you provide them. Now I will tell the story that's actually I experienced. I was actually received from you information about a victim in France, a company, and so I mean, like, it was on LinkedIn, so maybe it was not AI, it was me. So I reached out to someone I was connected second level in France, and I said, hey, what for a company does have information on your attack, and you should know about it. And the CISO of the company, the CISO I contacted, was very suspicious and said, no, I don't believe you, and so on. Then I looked at the people we had in common, and there was a very famous CISO of another company that we both know. So I reached out to the guy I know and said, hey, you're very respected, so can you, because you know me, can you tell this guy that's actually is really infected, is not a scam? And so the guy said, interesting, yes, I will contact him. And he did, and the reason why he was very interested is because the CISO I knew was actually the client of the company that did not want to listen. So it was the horrible story for the first CISO I contacted, because actually he was infected, did not want to listen to me, and he had to be told by his client, which was a large company, that he was actually infected and was a threat to his clients. So it was not very funny, but that's how it works today, and it shows how embryonic all of this is. So just a story. So now I think what would be interesting, maybe now the standard, maybe later, is okay, if you have all that information on victims in Morocco, then what's the process? Should I reach out to LBT or to Rashid by LinkedIn, or is there a better process, maybe more professional, that we can use? So we can discuss this later or on the call. I will switch back to French then, because there is another dimension of how telecom sector is impacted by this new threat, and this could be LBT. So I will switch back to English, French. Comment, voilà, votre expérience aussi sur le secteur des télécoms et les nouvelles menaces auxquelles sont affectés un secteur qui est très touché par la fraude aussi. Exactement. Donc, dans les télécoms, depuis, on va dire, 30 ans, le secteur subit plusieurs mutations. On parle des passages d'une génération de communication à la suivante. Au Maroc, on vient de déployer, par exemple, la 5G il y a un mois à peu près. Et chaque passage va à la fois résoudre les problématiques de sécurité de la génération d'avant, mais ouvrir de nouveaux problèmes qu'on ne connaissait pas ou qu'on n'anticipait pas. Donc, de par les travaux qu'on fait, par exemple, avec GSMA et avec 3GPP pour la standardisation des groupes de travail, sécurité, etc., on remarque qu'il y a sur le secteur des télécoms une vraie prise de conscience. Il faut savoir que les télécoms, c'est ce qu'on appelle un legacy, on va dire. Il y a un historique d'installation très ancien, mais qui est toujours central dans la connexion et dans les télécommunications, notamment pour assurer le roaming, par exemple. Et donc, c'est ces aspects-là qui sont aujourd'hui très exposés. D'ailleurs, cette attaque dont vient de parler mon collègue, l'objectif final, c'est
de prendre la main sur ces opérateurs télécoms pour utiliser ces anciennes générations de réseaux pour pouvoir faire de l'écoute, faire de l'interception, faire tout un ensemble de choses. Donc les télécoms sont très exposés. Ces mutations qui arrivent viennent implémenter la sécurité, on va dire, technique, l'authentification, l'autorisation, tout un ensemble de concepts, mais ils ouvrent, comme j'ai dit, d'autres vulnérabilités. Donc en parlant par exemple d'IA, dans les télécoms, l'IA est elle-même utilisée pour faciliter le déploiement, minimiser la latence, faire des réseaux de plus en plus résilients. Mais en même temps, cette IA peut être détournée de son usage principal. On a parlé tout à l'heure, par exemple, des fake voice ou de la synthétisation d'une voix qui est factice. Donc, sur ces aspects-là encore, c'est très difficile de les détecter. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on travaille sur des modèles adverses, c'est-à-dire on essaie de trouver justement des approches IA, des approches réseau de neurones, etc., pour détecter un contenu généré par l'IA vis-à-vis d'un contenu humain. Donc on va dans le détail du détail. Les problématiques que nous rencontrons, c'est la pénurie de data, vraiment. Et là, je parle de mon point de vue au Maroc, mais je parle aussi de l'industrie. Donc, le plus on est dans l'ouverture, dans la collaboration, le mieux c'est de disposer de cette data qui va nous permettre d'entraîner des modèles qui vont nous protéger dans le futur. C'est très important et c'est capital. I really think we have a trust crisis right now in cybersecurity because nobody is trusting no one anymore. Mais je crois qu'il faut travailler sur cette ouverture et des événements comme celui-là est justement quelque chose à encourager, à appliquer, parce que c'est ces mêmes communautés qui ouvrent ce partage-là, qui partagent les expériences, qui des fois partagent la data. C'est important de le dire. Il y a des questions éthiques, mais il faut garder l'objectif. On est là pour développer des solutions de protection. On a besoin de voir les attaques d'un EDR, on a besoin de voir ces logs-là pour justement améliorer ces modèles adverses. Voilà. Alors, je vais rebondir sur ce point qui est hyper important de mon point de vue. Si quelqu'un a des questions, il nous reste quelques minutes avant de clôturer, mais peut-être qu'avant de clôturer, s'il y a des questions dans la salle, est-ce qu'on a des questions? Je voudrais insister pendant que d'éventuels candidats se décident pas sur cette absence de données. Et c'est quelque chose quand on parle par exemple des particuliers, sur le fait qu'il n'y a pas de demande. Certainement qu'il n'y a pas de demande aujourd'hui parce qu'on est sur des sujets qui sont nouveaux. Ceux qui sont affectés se sentent je dirais bien embarrassés, donc ils ne vont pas en parler. Et je pense que ce soit vers la population et ce qu'elle peut voir en ligne de violence, de harcèlement, de discrimination, ou de ce qu'on voit du côté des entreprises, du côté des fraudes, de cette absence de données est en fait extrêmement préjudiciable et stratégique en fait. Et donc je me retourne vers notre directeur bien aimé de l'école high-tech et des intervenants ce matin. C'est vrai qu'il faut toute l'information est là, mais laisser l'information, ne pas la partager au niveau national, il ne s'agit pas de la partager au niveau international, mais le pays qui pourra le mieux s'assurer que l'information remonte à lui et ne remonte que à lui et ne part pas chez le voisin, je pense sera en position de force pour se protéger par rapport à, je dirais, aux autres acteurs, faire les signalements qu'ils font, etc. Donc ça, je suis heureux de l'entendre parce que il faut le dire, il n'y a pas assez de données alors qu'elles existent et on ne sait pas la faire remonter. Je crois qu'il y avait une question. Ah non, c'est pas monsieur. Est-ce qu'il n'y a pas de question? On peut. C'est une question là-bas de monsieur. Ouais, il y a le micro, il y avait un micro qui se baladait. Et puis Fatima Zahra, est-ce que j'ai vu un micro qui se baladait et il ne se balade plus. Oui, voilà, ça va, on va vous l'amener. Et après, on peut conclure dans les dernières remarques, ça serait voilà, les prospectives. La collecte de données, moi, ça me paraît un élément particulièrement important. Je vous écoute, monsieur. Merci beaucoup pour vos interventions. Monsieur Serrachid, ce que vous avez dit a attiré mon attention, surtout quand vous dites que l'assurance est une question d'offre et de demande. Vous dites ça pour justifier pourquoi vous ne présentez pas aujourd'hui d'offres aux particuliers. C'est bien ça? C'était bien ça? C'était pas pour ça. Alors parce qu'il vous a posé la question, c'est que est-ce que aujourd'hui vous avez une offre
C'était en lien avec cette estimation de l'atteinte de l'image. Est-ce que vous avez des offres pour et les entreprises et les individus et les particuliers? Donc, j'ai dû comprendre que pour les entreprises, vous en proposez, mais pour les particuliers, pas encore. C'est ce que j'ai dû comprendre. Oui, effectivement. Pour le particulier, c'est-à-dire le citoyen lambda, pour l'instant, est-ce que vous imaginez, par exemple, si on prend votre cas, est-ce que vous réfléchissez, par exemple, à contracter une assurance si vous êtes atteint, par exemple, si vous êtes impacté par une fraude ou bien par un harcèlement? Alors, J'imagine mal. si moi je ne fonctionne pas comme ça, vous devez faire de sorte. Moi, je dis les choses telles que je les pense. Si moi je ne vois pas l'utilité de le faire, peut-être vous devez faire le pas vers moi, parce que je suis le client et c'est moi qui paye. Et aujourd'hui, si je parle de moi, je pense que quel que soit celui qui propose et celui qui en bénéficie, la solution doit être là. Au moins, on doit penser à la faire. Si on ne fait pas la chose aujourd'hui, peut-être demain on serait dépassé et le concurrent fera la chose à notre place. Je parle de vous. Très bien. Je vais être pragmatique, mais ça, c'est pas mon avis personnel. En fait, comme vous le savez, l'assurance, si on commence par start with why, pourquoi l'assurance est là? Pour rassurer un risque. Et les risques, comme vous le savez, chez les assurances, sont les actuaires qui travaillent sur ce volet-là. Donc, automatiquement, quand il y a, par exemple, le risque, ça dépend du potentiel, ça dépend de plein de choses, la probabilité, de l'impact et plein de calculs. Donc, s'il n'y a pas assez de chiffres pour dire que ce risque est existant et il est très critique, très sensible, le nombre aussi, donc automatiquement, il n'y a pas d'offre. Donc, c'est une question qui est vraiment calculable, c'est du calcul. Mais par contre, si on revient pour la partie sur la question d'entreprise, oui, ça existe. Il y a ce qu'on appelle déjà l'assurance cyberassurance. Il y a l'assurance pour les fraudes, pour couvrir les fraudes. Il y a aussi l'assurance de la responsabilité DO, c'est les dirigeants, directors and officers, pour les dirigeants, parce que il y a pas mal d'entreprises malheureusement qui sont pas très sensibilisées pour ce cas-là. Parce que en cas de, par exemple, de problème, en cas de perte financière causée par une mauvaise gestion de directeur, malheureusement, il est poursuivi. Et ça, c'est déjà ce type d'assurance, il couvre cette partie-là. Mais par contre, pour les particuliers, je suis vraiment désolé. Et je vous donne juste un exemple. Par exemple, l'assurance à partir de l'assurance automobile, s'il n'était pas obligatoire, j'imagine mal qu'on aurait pu atteindre les chiffres lesquels actuellement pour l'assurance automobile. Je prends le cas de l'assurance multirisque habitation. Multirisque habitation, du moment qu'elle n'est pas obligatoire, le taux de personnes qui sont, c'est vraiment très, 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 très minime. L'assurance catastrophe naturelle, elle a été introduite automatiquement et obligatoirement parce que vu les circonstances qu'on a vécues il y a 2 ans, 3 ans. Donc, le secteur d'assurance, c'est quelque chose qui n'est pas très, on va dire que c'était pas très mature au niveau population. Peut-être c'est aussi un manque de sensibilisation de la part des assureurs, ou bien on peut dire aussi problème de portefeuille, c'est-à-dire problème de, je veux dire, capacité pour les particuliers à s'offrir une assurance alors qu'il a d'autres d'autres problèmes, il a d'autres soucis. Donc c'est un peu de tout. Ça c'est pas un avis personnel, mais c'est la réalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une question au premier rang de Madame. C'est pas une question, c'est plutôt une contribution, une petite parenthèse par rapport à la collecte de la data. C'est peut-être il faut voir la chose d'une perspective plus globale, plus gouvernementale. Et on a parlé au sein de l'OSIM aussi par rapport à cette question-là de la collecte de data et de la remontée de la data depuis les personnes concernées vers le haut. C'est peut-être créer des initiatives par secteur. Le régulateur qui chapeaute ces initiatives et par la suite, il va remonter la data tôt ou tard, par exemple à la DGSSI et autres. Et comme ça, on aura
une data collectée de manière gouvernante et plus structurée. Non, tout à fait, je pense que c'est absolument le mécanisme. Et c'est vrai que pour l'assurance des parents, par exemple, c'est peut-être une fois qu'on aura vu qu'il y a un phénomène sociétal, qu'il y a beaucoup de victimes, qu'elles sont mal défendues, qu'à ce moment-là, un mécanisme peut-être obligatoire d'assurance permettant de financer l'assistance aux victimes peut être fait. Et que c'est pas par des procédures classiques d'assurance qu'on va y arriver, mais en combinant remontée de terrain, décision politique, prise de conscience sociétale, et les assurances étant un élément d'un puzzle beaucoup plus complexe. Pour finir sur on a un peu du coup un peu répondu aussi comment avancer, et donc cette remontée d'informations est peut-être finalement la meilleure conclusion, c'est-à-dire comment l'OSIM, le CMRP, voilà, quels sont des acteurs multi-acteurs comme vous dans la remontée d'informations vers les autorités et le partage collectif pour mesurer ces nouvelles menaces. We also talked about how do we understand information on like cyber espionage and how do we use the data, and maybe you should join discussions that you have at OSIM and CMRP on how the intelligence you have but do not know how to share. How can it be shared more efficiently in Morocco? That could be another way. Any final comments? So starting maybe in this order, like last remarks on possible future for how to better protect us against cyber threats, emerging cyber threats. En fait, il n'y a pas mieux, comme vous le savez, donc on est à l'ère de l'IA. Je ne sais pas demain qu'est-ce qu'on va avoir. Donc déjà, il faut déjà mettre... il y a une question qu'on se pose déjà, toujours. L'intelligence artificielle, l'IA, est-elle intelligente? Donc, elle n'est pas intelligente du tout. Donc, c'est juste, déjà, il y a un problème de traduction entre l'anglais et le français. En anglais, on dit AI, intelligence, ça ne veut pas dire intelligence. Ça veut dire renseignement. Le CIA et autres, c'est des renseignements. C'est la collecte d'informations et l'apprentissage. C'est pas de l'intelligence du tout. Donc, ça veut dire on doit juste rendre l'humain au centre de nos préoccupations et rendre ce qui est à l'humain, qui est c'est quoi? C'est l'intelligence réelle, c'est l'empathie, c'est le raisonnement, parce que l'IA ne raisonne pas. Tout ce qui est, on doit rendre le cerveau à l'humain. On ne doit pas avoir peur de l'IA. C'est-à-dire, ce qu'il nous faut, c'est la prévention, l'éducation, la sensibilisation et les formations. Et surtout, la décision, il doit toujours revenir à l'humain. Quand on parle par exemple, de détection, on parle de traitement massif de l'IA et tout ça. On laisse le traitement massif. On doit se poser la question, qui travaille chez qui? C'est l'IA qui travaille chez nous. C'est l'agent IA qui doit travailler pour nous. Donc, laissons à l'IA toutes les tâches fastidieuses parce qu'elle a la capacité, elle est plus efficace au niveau de la capacité de traitement, au niveau des volumes, traitement de volume. Ça, c'est vrai, mais la décision doit toujours retourner à l'humain. Et je crois que ça serait, on va dire que c'est la solution idéale et la solution qui est, je peux dire, pérenne, parce aujourd'hui il y a, demain je sais pas, il y aura d'autres choses, donc il faut juste recentrer l'humain. Gilles, moi je vais juste, alors, je vais pas forcément faire de la redite, mais souvent moi je dis à mes clients que il y a une espèce c'est un triptyque, un équilibre à trouver entre les facteurs humains qu'on a parlé, donc de la sensibilisation, de la formation, également des facteurs techniques, on les a évoqués. Il y a un autre facteur aussi qui est important, c'est le rôle de la gouvernance. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez évoqué. Donc là, on peut le traiter à la fois au niveau de l'entreprise, la gouvernance interne, mais également la partie de gouvernance, j'ai tendance à dire externe. Tout ce qui concerne justement la régulation et le rôle des agences, le rôle des institutions, le rôle des pouvoirs publics. Et par exemple, le Maroc a pris le sujet, on va dire, très très au sérieux à travers des lois qui sont passées sur la protection des données, la loi 0520 notamment sur la cybersécurité dans les entreprises d'importance critique. Donc c'est des sujets qui sont aussi pris, et c'est là aussi il y a un devoir d'exemplarité des institutions pour pousser un élan
depuis depuis l'extérieur, depuis les institutions, et ensuite aux dirigeants des entreprises de faire ce relais dans l'entreprise, parce qu'on sait très pertinemment qu'il y a aussi un devoir d'exemplarité des dirigeants d'entreprise pour pousser ces sujets, si on veut vraiment que ça soit appliqué et que ça soit bien implémenté et que ça rentre dans ce qu'on appelle au sens large la culture d'entreprise, et que la cyber au sens large rentre dans la culture d'entreprise. Je voulais faire aussi, si tu le permets, juste une petite annonce. Là, je viens d'évoquer la loi 0520. On a travaillé, alors avec le réseau Science, on a mis en place un programme de mentorat, et j'ai eu la chance de travailler avec un étudiant qui est ici, qui est Eman Nasser, sur des problématiques de gouvernance, et notamment tout le mapping entre la loi 0520 et tous les décrets d'application et les normes internationales, et notamment la norme ISO 27001. Donc on va très prochainement publier sous l'égide du Science et potentiellement d'autres acteurs locaux un livre blanc sur ce sujet, et donc voilà, c'est quelque chose qui sera rendu public très prochainement. On est vraiment sur la dernière mouture, donc n'hésitez pas à en prendre connaissance. Et si je me trompe pas, c'est un des premiers documents aussi complets sur le sujet. Voilà, faire le mapping entre les considérations locales, considérations législatives, réglementaires, vraiment très appliquées aux institutions marocaines, et les normes plus internationales, notamment la norme ISO 27001. Merci. Alors, en fait, je suis en train de réfléchir, mais je pense qu'on a traité de presque toutes les strates. On a parlé de sensibilisation grand public, on a parlé des entreprises. Je vais peut-être faire le segue et parler du côté académique un petit peu, et toujours par rapport à cette problématique de la data et de la disponibilité de la data pour les chercheurs. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que aujourd'hui, il y a des mécanismes, par exemple, d'anonymisation de la data, qui peuvent aider les entreprises à respecter leur engagement réglementaire, à ne pas divulguer des informations sensibles ou personnelles, mais qui rendent cette data anonymisée quand même une sorte de pétrole pour la recherche, parce que ça nous permettrait, comme j'ai dit, de créer ces modèles du futur. Un exemple, c'est OpenAI. Je lisais un article l'autre jour sur le nombre de têtes sémantiques d'expertise, on va dire, de métiers que le modèle a appris. Et on parle de 20 000 têtes, c'est-à-dire 20 000 secteurs, 20 000 disciplines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 20 000 disciplines, c'est plus qu'une encyclopédie universelle, c'est tout le savoir. Et cette data a bien existé, elle a été utilisée pour entraîner, pour créer ce modèle qui est aujourd'hui fondationnel, on va dire, de l'IA moderne. Deuxième exemple, c'est Hugging Face, qui est une plateforme d'ouverture open source des modèles AI, et qui a montré que le plus on a cette ouverture à divulguer même des fois la technique utilisée pour créer un modèle, le plus l'industrie se porte. Et c'est presque humain comme réaction. Et donc voilà, moi je pledge pour l'ouverture, beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de partage, les ponts entre le privé, le public, l'académique, et c'est des choses qu'on essaie justement avec l'OSIM de développer au sein du CMRPI. Voilà. Non, bravo pour cet esprit, parce qu'effectivement c'est essentiel. I will finish with you, Ahmed. So what we discussed was the importance of producing and making data available so that maybe in an anonymized way, so that the community can take action, can understand the threat and take action. Specifically on what the issue you raised, and talking about the cyber threat intelligence that you gather, and how difficult it is to make the industry and the authorities really understand the value of the intelligence you're gathering. So what would be your suggestions very practically on how to improve the level of maturity, understanding of the value of the data you have, and how useful it is to protect against future? Yeah. So what would be your recommendation? Well, I think that I first of all, I understand the challenge of the big enterprises, because they have lots of vendors, lots of suppliers, lots of companies that they have business with. And currently what they do is they basically they have some checklists. They say that, okay, are you
conducting penetration tests every year? Are you protecting the data in an encrypted way? So all these checklists actually do not work at the end. It can work to some extent, but you need to know what is really happening to those companies from the perspective of the threat actor. So if you have a good threat intelligence on the threat actors, and if you know who their victim is going to be in the future, and if those victims are going to be your supplier, then you need to take some actions. It can be putting some IOCs to IDS, IPS systems. It can be stopping the network share with them. It can be or implementing custom CM rules, etc. But there should be a mechanism that you can measure the cyber resilience of your vendor in real time. Of course, during the contract signing, during the operations, you check them, but you need to take real-time alerts whenever an incident is happening on their side. And the key point here is to get a real-time intelligence from the threat actor perspective to learn what's happening on their assets and if they are going to be infected sooner or later. That's very practical. Thank you. I think we are done. Thank you very much for your contribution. Merci beaucoup pour votre temps et pour les courageux qui sont restés jusqu'au bout. On a dépassé le temps. Merci beaucoup. On va quitter le podium. On va laisser la parole à nos maîtres de cérémonie. Et merci beaucoup. Et je les laisse conclure. Et on fait la photo. Pictures. Nous tombons vers la fin de cette première journée. Nous savons que vous êtes très fatigués. Alors, nous remercions encore nos intervenants pour cette dernière table ronde qui portait sur les menaces émergentes de l'IA, de deepfake et manipulation de l'opinion publique. Avant de clôturer cette première journée, permettez-moi, s'il vous plaît, de rappeler brièvement le programme de demain. La journée débutera à 9h avec les plénières et conférences, ainsi que plusieurs ateliers thématiques animés par nos experts. L'après-midi, vous retrouverez notre masterclass immersive avant l'annonce des résultats du hackathon Matech. Nous vous attendons nombreux pour cette seconde journée, riche en contenu et en échange. Merci. Nous remercions chaleureusement nos partenaires institutionnels, le ministère, la CNDP et la DGSSI. Nos sponsors, Avaliance, DocJelly, SecDojo et KeenTurtle. Nos partenaires académiques, l'Université Mohamed V, nos partenaires associatifs, l'OSIM, l'APB, CDD, CMRPI, EMC. Et nos partenaires Nucléant, Defendis, Mayet Consulting et S4U. Mesdames et messieurs, un grand merci à vous d'avoir été présents pour cette première journée de notre conférence Matech. Merci. À nous revoir demain et bonne soirée à tous. Désolé, merci.